Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, un nouveau type de vidéo, les impromptus. Alors, c'est des formats courts, mais c'est des formats courts qui ne seront pas annoncés pour la bonne et simple raison que je les ai pas programmés. C'est juste qu'il y a un truc dans l'actualité qui me mène à intervenir. Et alors, le premier impromptu, ça va être la lecture en direct de la lettre d'Emmanuel Macron. Vous savez, Emmanuel Macron a écrit aux Européens, un truc qui a été publié, je crois, dans tous les des journaux de tous les pays européens, pour lancer la campagne de son mouvement pour les élections européennes. Donc on va lire ça, et puis je vais vous le commenter en direct. Allez, c'est parti. Donc c'est Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, qui parle. Citoyens d'Europe, nous dit-il. Alors, ouais, c'est gentil de commencer sa lettre comme ça, mais ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il nous dise s'il parle aux citoyens d'Europe, parce que c'est les citoyens des États-nations constitutifs de l'Europe, ou aux citoyens d'Europe parce qu'ils considèrent que l'Europe est une cité. Il y a une ambiguïté là dans l'entrée en matière. Si je prends la liberté de m'adresser directement à vous, ce n'est pas seulement au nom de l'histoire et des valeurs qui nous rassemblent. Je suis pas complètement sûr que l'histoire ait toujours rassemblé les Européens, mais ok, on va dire ça comme ça. C'est parce qu'il y a urgence, donc ça c'est pour justifier le fait qu'il s'adresse directement à des citoyens allemands, italiens, etc. Dans quelques semaines, les élections européennes seront décisives pour l'avenir de notre continent. Ouais. Si les élections étaient encore décisives en Europe, on s'en rendrait compte peut-être. Donc je suis assez dubitatif. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'a été aussi nécessaire. Pourquoi ? On ne sait pas. Et pourtant, jamais l'Europe n'a été autant en danger. D'accord. Ok. Bon, c'est sa perception des choses. Une Europe absolument nécessaire et une Europe en danger, c'est ok. Le Brexit en est le symbole de la crise de l'Europe. Alors moi, j'en suis pas convaincu du tout, parce que je crois que la Grande-Bretagne est un truc très à part, qu'elle a toujours été un peu un pied dedans, un pied dehors, et que c'est pas parce que la Grande-Bretagne décide de quitter l'Europe que le projet européen est remis en cause. Je pense que non seulement ça n'a pas grand-chose à voir, mais en plus même je me demande si au fond c'est pas plutôt une bonne nouvelle pour les fédéralistes européens de plus avoir l'obstacle britannique à l'intérieur. Symbole de la crise de l'Europe, donc, qui n'a pas su répondre aux besoins de protection des peuples face aux grands chocs du monde contemporain. Constat d'échec. Bravo, c'est exact. Symbole aussi du piège européen. Le piège n'est pas l'appartenance à l'Union européenne, ce sont le mensonge et l'irresponsabilité qui peuvent la détruire. Donc en fait, il nous dit que ça marche pas, mais que c'était pas un piège de se faire enfermer dedans. Le piège, c'est de vouloir détruire ce projet qui fonctionne pas. Là, c'est ce qu'il vient de nous dire. Qui a dit aux Britanniques la vérité sur leur avenir après le Brexit ? Pour l'instant, on ne sait pas, puisque leur avenir après le Brexit, on ne le connaît pas. Le Brexit, il n'a pas encore eu lieu. Qui leur a parlé de perdre l'accès au marché européen ? Ça, c'est vrai. Les Anglais ont voulu quitter l'Union européenne essentiellement à cause des problèmes relatifs à l'immigration. Un peu aussi parce qu'ils aiment pas trop que des étrangers décident pour eux. En revanche, je pense pas qu'ils voulaient sortir du marché européen. Qui a évoqué les risques pour la paix en Irlande en revenant à la frontière du passé ? À l'époque, pas grand monde, mais en même temps, à l'époque, ils pouvaient pas savoir que l'Union européenne utiliserait cette affaire pour essayer de mettre la Grande-Bretagne sous pression, ce qui est très dangereux. Le repli nationaliste ne propose rien, c'est un rejet sans projet. Alors le monde d'Emmanuel Macron est simple. Il y a d'un côté ceux qui sont pour l'Europe, et plus précisément la vision de l'Europe d'Emmanuel Macron, et de l'autre, le repli nationaliste qui ne propose rien. Évidemment, c'est simple. Et ce piège menace toute l'Europe. Les exploiteurs de colère, soutenus par les fausses informations, promettent tout et son contraire. Ouais, donc c'est vraiment une vision du monde extrêmement simple, quoi. Je veux dire, c'est un peu la vision du monde de la Pravda en 1937, où tu es d'accord avec Joseph Staline, ou tu es un trotskiste, et si tu es un trotskiste, tu vas voir. Ok, bon, au moins le contexte général est planté, un certain paysage intellectuel est en train d'apparaître sous nos yeux. Face à ces manipulations, nous devons tenir debout, fiers et lucides. Bon, d'accord. Okay. Dire d'abord ce qu'est l'Europe. Ok, ça c'est intéressant, il va nous dire de quoi il parle. C'est un succès historique. Alors il a dit le contraire avant, puisqu'il a dit que l'Europe avait pas su protéger les Européens, mais c'est pas grave, c'est quand même un succès historique.
Ah oui, alors c'est un succès historique, la réconciliation d'un continent dévasté dans un projet inédit de paix, de prospérité et de liberté. Ouais, ouais. Sauf que non, l'Europe dont il parle, c'est l'Union européenne. Donc déjà l'Union européenne, c'est postérieur en fait à la réconciliation, parce que la réconciliation a eu lieu avant. La réconciliation qui est essentiellement franco-allemande, c'est le début des années 50. Et en réalité, l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui naît après. Elle naît après, c'est-à-dire que la réalité de l'Union européenne telle que nous la vivons aujourd'hui est issue essentiellement de l'acte unique européen des années 80, du traité de Maastricht, de la fondation de l'euro. Donc, c'est pas entièrement faux ce qu'il dit, il y a une part de vérité. Mais il est faux de dire que, au nom du succès de la réconciliation franco-allemande, il faille défendre l'Union européenne telle qu'elle s'est constituée 30 ans après cette réconciliation. Ce qui a rendu possible la réconciliation franco-allemande, c'est l'intelligence des dirigeants français et allemands des années 50-60, et aussi le fait que les Allemands n'avaient pas tellement le choix, parce que vu la situation, vu ce qui s'était passé, Adenauer était déjà bien content que De Gaulle réintègre l'Allemagne, ou disons, ne mette pas son veto à la réintégration de l'Allemagne parmi les grands pays européens. Ce projet continue à nous protéger aujourd'hui. Alors il a dit le contraire avant, Macron, quand même. Avant, il nous a dit non, mais ça nous protège pas, on a échoué à protéger, mais là, il dit ce projet continue à nous protéger aujourd'hui. Alors il faudrait savoir. Quel pays peut agir seul face aux stratégies agressives des grandes puissances? Oui, alors ça, c'est vrai. Là, il marque un point, c'est vrai. Qui peut prétendre être souverain seul face aux géants du numérique? C'est vrai, mais là où il y a une petite escroquerie intellectuelle dans son propos, c'est qu'il a l'air de dire ou on n'est pas dans l'Union européenne, et à ce moment-là on est tout seul, ou on est dans l'Union européenne, et là on peut se protéger. Sauf qu'il y a aussi plein de gens qui sont pas dans l'Union européenne et qui peuvent s'entendre entre eux pour se protéger. Donc c'est pas entièrement faux là encore ce qu'il dit, mais en fait c'est une façon de présenter les choses qui est très orientée quand même. Comment résisterions-nous aux crises du capitalisme financier sans l'euro, qui est une force pour toute l'Union? Non mais il a fumé la moquette là. Oh non, c'est un peu gênant de parler comme ça du président de la République française, mais là franchement c'est embarrassant quoi. Je veux dire, le mec il va écrire aux citoyens italiens aujourd'hui pour leur dire que l'euro est une force pour eux. Il va nous faire passer pour des cons. L'Europe, ce sont aussi ces milliers de projets du quotidien qui ont changé le visage de nos territoires, ce lycée rénové, cette route construite, l'accès rapide à Internet qui arrive enfin. Alors là, il y a deux possibilités. Ou il parle aux Français et il se fout de notre gueule. Parce que ça veut dire que s'il n'y avait pas l'Europe, on n'aurait pas fait d'aménagement du territoire. C'est ridicule. Ou alors il parle aux citoyens des pays qui ont besoin des subventions européennes parce qu'ils sont pauvres, en gros les pays de l'Est, et il leur rappelle en gros que s'ils ne votent pas bien, ils vont perdre du pognon. Ce qui est assez dégueulasse, mais qui a un sens. Ce combat est un engagement de chaque jour, car l'Europe comme la paix ne sont jamais acquises. Bon, blabla. Au nom de la France, je le mène sans relâche pour faire progresser l'Europe et défendre son modèle. Blabla. Nous avons montré que ce qu'on nous disait inaccessible, la création d'une défense européenne ou la protection des droits sociaux était possible. Alors, la création d'une défense européenne, oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un embryon d'état-major franco-allemand. On sent que Français, Allemands et sans doute les Espagnols tirés dans la dynamique aimeraient bien quand même reprendre un peu le contrôle, surtout parce que les Allemands n'obéissent plus aux Américains. L'Allemagne a retrouvé une volonté de puissance autonome. Et donc, comme toujours, il y a une partie de la classe dirigeante française qui préfère s'aligner sur Berlin plutôt que sur Washington. Ça date pas d'hier. Il y a quelques précédents dans le genre. Mais ça se défend. Je veux dire, moi je suis pas fermé personnellement. Je veux dire, je suis pas un fan de l'OTAN, donc si on peut s'entendre avec les Allemands pour se mettre un peu à distance de l'OTAN, c'est pas plus mal. Simplement de là à parler de la création d'une défense européenne autonome alors que
les Polonais sont prêts à payer les Américains pour que les Américains implantent des divisions blindées en Pologne, je trouve qu'il y a quand même loin de la coupe aux lèvres, quoi. Ou la protection des droits sociaux. Ouais. L'Europe a assuré la protection des droits sociaux. Ah ouais. Et tu vas dire ça aux gens qui sont mis en concurrence dans le cadre d'un grand dumping social et fiscal à travers tout le continent. Ah, Monsieur le Président de la République française, vous risquez un petit peu de faire rigoler, là, hein, franchement. Ah là là. Mais il faut faire plus vite. Bon, ça, c'est l'obsession de Macron, il va faire plus et plus vite. J'ai surtout peur qu'il fasse plus de conneries, d'ailleurs, mais non. Car il y a l'autre piège, celui du statu quo et de la résignation. Bon, ça, c'est j'ose pas dire la dialectique, pas de dialectique, c'est l'opposition rhétorique classique de Macron. Lui, il est le mouvement, les autres sont la stabilité. Ça doit être pour ça que l'électorat de Macron est essentiellement un électorat caractérisé par la prédominance des personnes âgées, en fait. C'est-à-dire que Macron est en train d'hériter assez massivement de l'électorat de Fillon, parce qu'il représente, dans la réalité des forces en présence en France, les intérêts plutôt des gens qui sont dans la rente. Voilà. Mais c'est pas grave, il paraît que lui, il est contre le statu quo et la résignation. Face au grand choc du monde, les citoyens nous disent bien souvent « Où est l'Europe ? Que fait l'Europe ?» Elle est devenue à leurs yeux un marché sans âme. Or, l'Europe n'est pas qu'un marché, elle est un projet. Ah ben, on va peut-être savoir ce que c'est son projet, enfin. Un marché est utile, mais il ne doit pas faire oublier la nécessité de frontières qui protègent et de valeurs qui unissent. Ah ben, alors, une phrase de Macron avec laquelle je suis d'accord. Les nationalistes se trompent quand ils prétendent défendre notre identité dans le retrait de l'Europe. Car c'est la civilisation européenne qui nous réunit, nous libère et nous protège. Ouais. À la rigueur, la civilisation de l'Europe occidentale, d'accord. Bon, c'est vrai qu'un Français, c'est quand même un Italien qui parle français, et qu'un Italien, c'est quand même un Français qui parle italien, ou à peu de choses près, quoi. Bon, c'est vrai que France et Allemagne, c'est différent, mais on s'est tellement influencés mutuellement que... Mais la civilisation de l'Europe qui serait la même pour les Bulgares et les Anglais, pour les Finlandais et les Grecs, on va dire que c'est une hypothèse quand même, hein. Mais ceux qui ne voudraient rien changer se trompent aussi, car ils nient les peurs qui traversent nos peuples, les doutes qui minent nos démocraties. Nous sommes à un moment décisif pour notre continent, un moment où collectivement nous devons réinventer politiquement, culturellement les formes de notre civilisation dans un monde qui se transforme. Oui, bon, d'accord, oui, s'il veut. C'est le moment de la renaissance européenne. Ouais, sauf que mon gars, ça... Pardon, je vais pas me mettre à tutoyer le président de la République française, quand même. J'ai un peu du mal à l'imaginer en président de la République, en fait. Il me fait plutôt l'effet, en fait, d'un étudiant à Sciences Po, ce mec-là, mais bon. Monsieur le Président, c'est pas vous qui décidez, quoi. C'est juste ça le problème, c'est la Renaissance ne se décrète pas. Aussi, résistant aux tentations du repli et des divisions, je vous propose de bâtir ensemble cette Renaissance autour de 3 ambitions, la liberté, la protection et le progrès. Alors là, je peux vous dire ce que Angela Merkel a pensé en lisant cette phrase. Je vous propose de bâtir ensemble cette Renaissance autour de 3 ambitions. La liberté. Bon, c'est un français. La protection. Combien ça coûte? Et le progrès. Je paye pas. Voilà, ça c'est ce que Merkel a pensé en le lisant. Alors on va voir ce qu'il dit quand même. Défendre notre liberté. Le modèle européen repose sur la liberté de l'homme, la diversité des opinions, de la création. Ouais, bon, si tu veux. Notre liberté première est la liberté démocratique, celle de choisir nos gouvernants, là où, à chaque scrutin, des puissances étrangères cherchent à peser sur nos votes. On commence à voir la queue du loup, là, hein. Je propose que soit créée une agence européenne de protection des démocraties. Ah bah voilà. C'est-à-dire que pour empêcher les ingérences étrangères, il va créer une agence chargée d'une ingérence européenne massive dans les démocraties nationales. C'est génial.
Agence européenne de protection des démocraties qui fournira des experts européens à chaque État membre pour protéger son processus électoral contre les cyberattaques et les manipulations. Alors, ce qui est rigolo, c'est d'imaginer la tronche de Salvini quand il a lu ça. Bon, dans cet esprit d'indépendance, oui, sûrement, oui, nous devons aussi interdire le financement des partis politiques européens par des puissances étrangères. Ça concerne le financement de la République en marche par des gens implantés à la City of London. Non, je dois poser la question comme ça. Nous devrons bannir d'Internet par des règles européennes tous les discours de haine et de violence. Et qui est-ce qui décide ce que c'est qu'un discours de haine et de violence, hein? Car le respect de l'individu est le fondement de notre civilisation d'unité. Alors c'est complètement impossible, parce que s'il bannit les discours de haine et de violence, ça veut dire qu'il empêche de s'exprimer les individus qui tiennent ces discours. Donc ça veut dire qu'il ne respecte pas leur droit à s'exprimer. C'est comme ça. Je veux dire, le seul remède à l'excès de la parole, c'est encore plus de parole. La censure ne conduit à rien. Et justement, c'est là qu'on touche très largement au cœur de la civilisation européenne occidentale. Visiblement, il n'a pas compris, hein, Monsieur le Président. Protéger notre continent, fondé sur la réconciliation interne, l'Union européenne a oublié de regarder les réalités du monde. On peut voir ça comme ça. Or, aucune communauté ne crée de sentiment d'appartenance si elle n'a pas des limites qu'elle protège. Mais, je sais pas, je me mets à être d'accord avec Macron. La frontière, c'est la liberté en sécurité. Mais je suis d'accord avec Macron, là, c'est grave, hein. Nous devons ainsi remettre à plat l'espace Schengen. Mais je suis de plus en plus d'accord avec Macron, mais il y a un problème. Tous ceux qui veulent y participer doivent remplir des obligations de responsabilité, contrôle rigoureux des frontières et de solidarité, une même politique d'asile avec les mêmes règles d'accueil et de refus. Ouais, non, mais quelle politique d'asile? Ça veut dire quoi concrètement, ça? C'est là que je suis pas d'accord avec lui. Une police des frontières commune et un office européen de l'asile, des obligations strictes de contrôle, une solidarité européenne à laquelle chaque pays contribue sous l'autorité d'un Conseil européen de sécurité intérieure. Je crois, face aux migrations, à une Europe qui protège à la fois ses valeurs et ses frontières, blablabla. Bon. Oui, alors, en clair, je peux être d'accord avec la première moitié de son paragraphe, mais le problème, c'est que vu tout ce qu'on voit depuis quelques années, moi, l'interprétation du truc que je fais, c'est en fait, on va chercher à faire remonter le lieu de la décision à l'échelle européenne pour soustraire la décision à la pression des opinions publiques qui restent nationales. Là, je pense que, franchement, quand Matteo Salvini lit ça, quand Viktor Orban lit ça, mais ils doivent être abasourdis, quoi. Ils doivent se dire, mais pour qui il se prend, ce mec? Il se comporte comme si, en gros, la France d'Emmanuel Macron était la France de Napoléon. C'est-à-dire que il a une attitude à l'égard des Européens, en général, qui doit leur faire penser à l'attitude de Napoléon en 1808-1809. Sauf que, en 1808-1809, effectivement, quand Napoléon disait un truc aux petits États protégés en Italie ou en Allemagne, les autres, ce qu'ils pensaient en gros, c'est bon, je vais bien être obligé d'obéir parce que sinon il va me casser la gueule. Alors que là, quand il dit ça, les autres, ce qu'ils doivent penser, c'est mais t'es qui, toi, on t'a sonné? Non, mais il a un problème avec la réalité, Macron, je suis désolé, c'est embarrassant pour nous, Français, d'avoir comme ça un président qui donne l'impression à plein de gens en Europe que parce qu'il est le chef de l'État français, il s'imagine qu'il a vocation à définir ce qui doit se passer chez eux. Ça n'existe pas, je veux dire, la France est une petite puissance aujourd'hui, en réalité, dans le monde, ça ne reste une grande puissance qu'à l'échelle régionale, et c'est une grande puissance en déclin, qui est en cours de déclassement parce qu'elle a perdu la guerre économique contre l'Allemagne. Donc, ça sert à rien de tenir ce genre de propos, ça nous fait juste passer pour des connards qui veulent péter plus haut que leur cul, quoi. C'est embarrassant, c'est embarrassant. Les mêmes exigences doivent s'appliquer à la défense. D'importants progrès ont été réalisés depuis 2 ans, mais nous devons donner un cap clair. Un traité de défense et de sécurité devra définir nos obligations indispensables en lien avec l'OTAN et nos alliés européens. En lien avec l'OTAN et nos alliés européens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement?
augmentation des dépenses militaires, clause de défense mutuelle rendue opérationnelle, Conseil de sécurité européen associant le Royaume-Uni pour préparer nos décisions collectives. Ouais, alors, je veux dire que la géopolitique française en Europe aujourd'hui est difficile à déconner parce que la France a choisi de se marier économiquement avec l'Allemagne, dans le cadre d'un mariage sadomaso visiblement, mais bon, c'est pas grave, mais elle est plutôt mariée en termes de politique de défense avec le Royaume-Uni. Ça va pas pouvoir durer éternellement. J'ai l'impression qu'en fait, là, il essaye de trouver les moyens d'organiser ce qui est cette contradiction pour pouvoir la maintenir dans la durée. Je sais pas. Je pense qu'il y a des dynamiques géopolitiques de fond qui tiennent au choix surdéterminant du capitalisme allemand, qui viennent heurter une dynamique géopolitique qui tient au choix des dirigeants de l'anglosphère sur le plan géostratégique. Et il est un peu au milieu, il est un peu écartelé, alors il essaye de s'en sortir avec des histoires de traités de défense et de sécurité, mais c'est du blabla. Je veux dire, si Trump lit ça, il doit vraiment se dire, mais c'est un toy boy ce mec, je vais le reprendre à Washington, je vais m'amuser à le plotter et à le renvoyer dans son pays de con, quoi. Enfin, bref. Nos frontières doivent aussi assurer une juste concurrence. Une juste concurrence. Ça devient intéressant. C'est là que Angela, jusque-là, je pense qu'elle roupillait, elle finissait sa sieste, mais là, elle doit soulever un sourcil. Quelle puissance au monde accepte de poursuivre ses échanges avec ceux qui ne respectent aucune de ses règles? L'Union européenne. Il me pose la question, moi je lui réponds. Nous ne pouvons pas subir sans rien dire. Ce serait peut-être temps de s'en rendre compte. Bon. Nous devons réformer notre politique de concurrence, refonder notre politique commerciale. Sanctionner ou interdire en Europe les entreprises qui portent atteinte à nos intérêts stratégiques et nos valeurs essentielles, comme les normes environnementales, la protection des données et le juste paiement de l'impôt, et assumer dans les industries stratégiques et nos marchés publics une préférence européenne comme le font nos concurrents américains ou chinois. Okay. Alors, là, en fait, à mon avis, ce qu'il y a derrière, c'est que si vous voulez, en Europe, il y a un pays qui a besoin du libre-échange, c'est l'Allemagne. L'Allemagne dégage des excédents commerciaux délirants, d'ailleurs, qui n'ont aucun sens. D'ailleurs, les économistes allemands lucides le disent. C'est absurde. Il est sain qu'un pays ait un commerce extérieur équilibré, et s'il doit être légèrement déséquilibré, il vaut mieux qu'évidemment qu'il soit plutôt excédentaire. Mais quand on arrive à des excédents structurels à 7-8% du produit intérieur brut, il y a un problème, si vous voulez. Mais en attendant, c'est la substance de l'Allemagne, c'est la substance de son système de puissance. Sans doute parce qu'ils ont perdu 2 guerres mondiales d'affilée en 30 ans, les Allemands veulent absolument gagner la 3e qu'ils estiment économique. Et donc ils veulent le libre-échange, et pour le sauver, ils sont tout à fait prêts à se battre jusqu'au dernier Français ou jusqu'au dernier Italien, c'est normal. Il y a que Macron pour croire que réellement à la coopération. Hein. Dans la réalité, il n'y a pas de pitié. Hein. Et donc, pour sauver leur industrie automobile, les Allemands sont sans doute prêts à faire un certain nombre de cadeaux aux Américains en échange du fait que le marché américain restera ouvert à l'automobile allemande. Pour sauver leur part de marché en machines-outils en Chine, par exemple, les Allemands sont sans doute prêts à faire un certain nombre de gestes envers les Chinois. Quand les Français veulent sanctionner les entreprises qui portent atteinte aux intérêts stratégiques et aux valeurs essentielles, c'est-à-dire par exemple sécuriser l'arrivée le capital français par rapport à l'arrivée des investisseurs chinois, ou frapper celles qui ne respectent pas les protections des données et juste paiement de l'impôt, donc ça c'est des GAFA, donc là embêter les Américains, les Français prennent le risque d'embêter des gens que les Allemands n'ont pas forcément envie d'embêter, en tout cas pas pour les mêmes raisons. Et donc quand elle lit ça, ce que doit penser Angela, en gros, c'est cours toujours. De toute façon, tu peux parler, c'est moi qui ai le pouvoir économique, donc c'est moi qui déciderai à la fin. Bon, mais enfin, cela dit, en l'occurrence, il y a des choses sensées. Hein. Le problème, c'est que ça sert à rien, mais il y a des choses sensées. Là. Retrouver l'esprit de progrès. L'Europe n'est pas une puissance de second rang. Alors, si on prend l'Europe dans son ensemble, c'est vrai.
L'Europe entière est une avant-garde. Ouais. Je sais pas si un continent aussi vieux et en cours de transformation, presque en maison de retraite, peut encore se poser en avant-garde, mais enfin bon, admettons. Elle a toujours su définir les normes du progrès. Ah oui, oui, oui. Les Européens définissent les normes du progrès, le monde entier les regarde en ébahi. Ah oui, Européens, montre-nous la voie. Non mais attendez les mecs, je veux dire, là ce qui vient de se passer ces dernières années, c'est que les Chinois ont tracé des routes logistiques à travers le continent eurasiatique en quelques années. C'est-à-dire qu'en gros, les Chinois ont tracé un corridor logistique entre la Chine et l'Europe jusqu'à Londres, hein, plus vite que la vitesse à laquelle nous, on arrive à tracer une ligne logistique à l'intérieur de notre propre pays, quoi. Donc je sais pas si franchement ils nous regardent en se disant ah Européen montre-moi comment il faut faire, je crois pas. Pour cela, l'Europe doit porter un projet de convergence plus que de concurrence. L'Europe où a été créée la sécurité sociale doit instaurer pour chaque travailleur d'est en ouest et du nord au sud un bouclier social. Donc là naturellement Angela se dit combien ça coûte, mais de toute façon c'est pas moi qui payerai. Garantissant la même rémunération sur le même lieu de travail et un salaire minimum européen. Adapté à chaque pays et discuté chaque année collectivement. Ouais, alors qu'est-ce que ça veut dire adapté à chaque pays? Qu'est-ce que ça veut dire un salaire minimum européen adapté à chaque pays? Ça c'est du Macron. C'est-à-dire c'est son en même temps. Ce mec est le roi de l'injonction contradictoire, quoi. C'est un salaire minimum européen, mais adapté à chaque pays. Alors, après ça, tu peux en déduire ce que tu veux. Renouer avec le fil du progrès, c'est aussi prendre la tête du combat écologique. Sortez les violons. Regarderons-nous nos enfants en face si nous ne résorbons pas aussi notre dette climatique? Bon, déjà, des enfants, il en a pas, Emmanuel, puisqu'il est marié à une femme qui a 24 ans de plus que lui. L'Union européenne doit fixer son ambition zéro carbone en 2050, division par 2 des pesticides en 2025. Il y a quelqu'un qui a fait le calcul de l'impact sur la croissance et adapté ses politiques à cette exigence. Banque européenne du climat pour financer la transition écologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Banque européenne du climat pour financer. Et là, Angela vérifie qu'elle a bien fermé le coffre. Force sanitaire européenne pour renforcer les contrôles de nos aliments. Contre la menace des lobbies, évaluation scientifique indépendante des substances dangereuses pour l'environnement et la santé. Alors il est notoire que si vous voulez vous mettre à distance des lobbies, il faut aller à Bruxelles. C'est sûr. Bravo, c'est génial. Cet impératif doit guider toute notre action, de la Banque centrale à la Commission européenne, du budget européen au plan d'investissement pour l'Europe. Toutes nos institutions doivent avoir le climat pour mandat. Climat pour mandat, mais putain, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça mon problème quand Emmanuel y parle. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Le progrès et la liberté, c'est pouvoir vivre de son travail. Pour créer des emplois, l'Europe doit anticiper. C'est pour cela qu'elle doit non seulement réguler les géants du numérique, en créant une supervision européenne des grandes plateformes, sanctions accélérées des atteintes à la concurrence, transparence de leurs algorithmes. Bon, ok, on en a déjà parlé avant, on a vu le réseau d'intérêts complexes auquel ça se heurte, mais aussi financer l'innovation, et hop, Angela retourne vérifier que le coffre est bien fermé, en dotant le nouveau Conseil européen de l'innovation d'un budget comparable à celui des États-Unis, pour prendre la tête des nouvelles ruptures technologiques comme l'intelligence artificielle. Alors là, connaissant la compétence réelle des gens qui sont autour de Macron et de l'énarchie française, là j'ai envie de dire à Angela Merkel, écoutez Madame Merkel, vous avez bien fermé le coffre, bon pour l'instant surtout vous l'ouvrez pas. Hein. Parce que c'est pas forcément une mauvaise idée d'avoir une grande politique d'innovation, mais ce qui est sûr,
c'est que si vous laissez les énarques français piloter le truc, c'est pas la peine. Une Europe qui se projette dans le monde doit être tournée vers l'Afrique, avec laquelle nous devons nouer un pacte d'avenir. C'est vrai, mais pour l'instant, ça ne dit rien de précis. En assumant un destin commun, en soutenant son développement de manière ambitieuse et non défensive. Investissement, partenariat universitaire, éducation des jeunes filles. Oui, enfin bon, ça veut rien dire. Je veux dire, ok, bon. Liberté, protection, progrès. Nous devons bâtir sur ces piliers une renaissance européenne. Ah ben, franchement, elle est mal barrée, la renaissance européenne. Nous ne pouvons pas laisser les nationalistes sans solution exploiter la colère des peuples. Nous ne pouvons pas être les somnambules d'une Europe ammonie. Ah. Alors, ce qui est intéressant chez Macron, à un certain moment quand même, c'est que on sent à son discours que il ne représente pas que la continuité de la classe dirigeante précédente. Je crois qu'il y a, avec Macron et les gens qui sont autour de lui, le tout début d'un tournant générationnel. Ça, c'est la partie intéressante de son propos. Elle est inconsciente, mais elle est importante. Si vous voulez, avec l'arrivée au pouvoir de gens comme Emmanuel Macron, Édouard Philippe, on commence à avoir un vrai changement générationnel. Et en particulier, c'est la fin du pouvoir du baby-boom. Alors Macron, pas vraiment, parce que Macron est une bizarrerie générationnelle, c'est un mec de la génération X, marié à une baby-boomeuse plus âgée que lui de 24 ans. Bon, donc c'est un cas particulier. D'ailleurs, il est très emblématique, d'une certaine façon, de la soumission symbolique des jeunes à un baby-boom prépondérant en France. Mais en même temps, c'est déjà le début d'un tournant générationnel. Et effectivement, ce que ça va impliquer, c'est que l'époque du pouvoir des baby-boomers, tout à fait symbolisée par François Hollande, par la logique de François Hollande, prenant fin, la classe dirigeante va s'apercevoir qu'elle doit sortir du somnambulisme. Parce que, si vous voulez, Hollande, c'était le baby-boom qui dit « ça tiendra bien jusqu'en 2017 ». C'était l'enfant d'une génération élevée dans un certain monde, dans une certaine logique, génération d'ailleurs assez sympathique, quoi qu'on en ait dit, mais totalement incompétente. Totalement incompétente. C'est pas de leur faute, c'est parce que les boomers, voilà, il y a un trajet générationnel qui a fait ça. Là, on va commencer à voir arriver une classe dirigeante un peu différente, et ils vont se réveiller du somnambulisme. Je pense que c'est exact. Le problème, c'est que pour l'instant, tout le propos antérieur de Macron montre qu'il essaye tout simplement de faire perdurer le somnambulisme. Nous ne pouvons pas rester dans la routine et l'incantation. Ouais, c'est justement ce qu'il vient de faire. L'humanisme européen est une exigence d'action. L'humanisme européen est une exigence d'action. Sortez les violons. Et partout, les citoyens demandent à participer au changement. Ouais, c'est vrai. Le problème, c'est que le changement, ça serait que tu te casses, Emmanuel. Oh putain, il faut que j'arrête de tutoyer le président de la République française. Alors, d'ici la fin de l'année, avec les représentants des institutions européennes et des États, mettons en place une conférence pour l'Europe afin de proposer tous les changements nécessaires à notre projet politique. Sans tabou, pas même la révision des traités. Alors, il avait déjà proposé des consultations citoyennes dont on n'a plus entendu parler. D'ailleurs, ça devait se faire en 2017, c'est passé à la trappe. Là, il veut une conférence pour l'Europe avec les représentants des institutions européennes et des États. Mais enfin, ils passent leur temps à se réunir. Je veux dire, ils se voient tout le temps à Bruxelles, à Strasbourg, à Luxembourg. Pourquoi il faut créer en plus une conférence pour l'Europe ? Cette conférence devra associer des panels de citoyens, auditionner des universitaires, les partenaires sociaux, des représentants religieux et spirituels. En fait, il veut nous refaire le coup du grand débat, mais à l'échelle européenne, quoi. Elle définira une feuille de route pour l'Union européenne, traduisant en actions concrètes ses grandes priorités. Blabla. Nous aurons des désaccords, mais vaut-il mieux une Europe figée ou une Europe qui progresse parfois à différents rythmes,
en restant ouverte à tous. Alors, moi je pense qu'on va vers ce que j'appelle un scénario Euro 2.0. C'est-à-dire que je pense que les dirigeants européens vont réaliser qu'ils ne peuvent pas rester les deux pieds dans le même sabot. C'est impossible. C'est impossible. Je veux dire, franchement, si l'euro sous sa forme actuelle perdure encore en 2022, je serais étonné, quoi. Je veux dire, je dirais, merde alors. Ça me fait penser au sketch de Robert Lamoureux, Le canard était toujours vivant. C'est un sketch de Robert Lamoureux, vous le trouverez sur Internet. C'est l'histoire d'un canard dans une famille, on n'arrive pas à tuer le canard, et l'euro, c'est ça, quoi. Je veux dire, et le canard est toujours vivant. Il va se passer quelque chose. Alors, comme ils veulent pas remettre en cause fondamentalement l'euro, ils vont chercher à l'adapter. Ils vont nous en faire une version 2.0. Il va se passer quelque chose. Ça peut plus durer comme ça. Et ça entraînera aussi certainement une remise en cause de la structure de l'Union européenne. Et je pense qu'il va se passer des trucs, si vous voulez. Alors, je crois pas que ça sera parce qu'il y aura une conférence machin avec Emmanuel en grand ordonnateur. Je pense que ça sera parce qu'à un moment, les Allemands, les Français, les Italiens, probablement en associant quand même les Espagnols et les Polonais, je pense, enfin les pays qui ont un poids vraiment décisif en Europe, vont se réunir et vont dire bon là il faut faire quelque chose, quoi. À mon avis, il doit être plus ou moins chargé d'essayer de préempter la démarche pour le compte des gens qui sont derrière lui, c'est-à-dire je pense un certain nombre d'oligarques français, mais je crois aussi que son truc est voué à l'échec parce que les rapports de force à l'intérieur de l'Union européenne feront que ça sera pas les Français qui vont piloter le truc, à mon avis. Dans cette Europe, les peuples auront vraiment repris le contrôle de leur destin, c'est ça, prends-nous pour des cons. Dans cette Europe, le Royaume-Uni, j'en suis sûr, trouvera toute sa place. Non mais vous imaginez que les étrangers qui lisent ça, les Britanniques qui lisent ça, mais ils doivent être hilars, les mecs. Citoyens d'Europe, l'impasse du Brexit est une leçon pour tous. Oui, ça, on a bien compris que l'objectif actuellement des oligarques européens, c'est de faire en sorte que le Brexit se passe le plus mal possible pour bien faire comprendre aux autres que si tu sors de la secte, ça va chier. Et vraiment, c'est une logique sectaire, quoi. L'Union européenne se comporte à l'égard des nations d'Europe comme une secte à l'égard de ses membres. C'est grave, quoi. Je veux dire, c'est juste grave. Sortons de ce piège, donnons un sens aux élections à venir et à notre projet. À vous de décider si l'Europe, les valeurs de progrès qu'elle porte, doivent être davantage qu'une parenthèse dans l'histoire. Ouais, effectivement, ça serait bien que ça soit à nous de décider. Mais je suis pas sûr que la décision lui plairait, M. Macron, c'est ça le problème. C'est le choix que je vous propose pour tracer ensemble le chemin d'une renaissance européenne. Blablabla. Ok. Oh bah c'est rigolo. Bon, je vous disais, c'est un peu embarrassant, mais bon, ça pourrait être pire. Puis dans le grand blabla général. Puis je pense que les étrangers sont tellement habitués à entendre leurs politiciens débloquer que ça les étonne pas qu'il y ait un Français qui en balance de ce calibre-là, quoi. Je veux dire, on n'en mourra pas. Allez. À bientôt.